Récemment, Le Monde a sorti un article sur des étudiants, en fait plus spécifiquement des étudiantes qui se sont insurgées à la diffusion d'un film de Jean-Luc Godard. Suite à quoi Dirty Tommy a fait une réponse. Et Dirty Tommy, lui, il aime pas trop ces wokistes, hein. Il était vraiment tout colère. Et on va partir de là pour parler de cinéma et aussi d'un film qui a été élu récemment le plus grand film de tous les temps par un magazine assez renommé et qui va bientôt sortir en salle, donc c'est l'occasion de vous le faire découvrir. En fait, je vais changer de couleur. Le journal Le Monde a relaté que des étudiants de la FEMIS, donc la FEMIS c'est une des plus grosses écoles de cinéma sur Paris, a boycotté des cours de cinéma. Alors la directrice du département analyse et culture cinématographique projette la fin du film Sombre, donc qui date de 98, de Philippe Gondrieux. Un féminicide, analyse-t-elle, donc elle prévient évidemment que ça va parler de ça, d'un féminicide, après avoir averti que l'extrait contenait des images violentes, tollé des étudiants qui quittent la salle. Le problème de l'article, c'est que vraiment tout ce qui n'est pas payant va être vraiment centré sur le fait que il y a des étudiants qui arrivent en début d'année et qui woke et qui refusent de voir donc Sombre et des scènes de viol, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein. Je dis pas que ça veut pas dire que le film est pas intéressant, je dis que c'est logique d'avoir de la réaction. Donc le début de l'article parle du fait que ça a été contextualisé en mode va y avoir un féminicide, sauf que l'article, après il va dire ça. Ce que, dans leur texte, les fans de la proposition Kelly Reichardt, très bonne réalisatrice d'ailleurs, il y a The Co qui est sorti récemment de Kelly Reichardt, allez voir ses films, Kelly Reichardt, incroyable réalisatrice, de la FEMIS, reprochent à leur professeur, au-delà d'avoir montré quelque chose qu'elle considère comme du male gaze, c'est de ne pas les avoir mieux avertis du contexte, de n'avoir pas actionné de trigger warning. Tu parles d'un article et tu t'offusques d'un article, et bien au minimum c'est de parler de l'article complet qui est beaucoup plus nuancé, que ce que Dirty Tommy voudrait croire. Donc l'article se contredit entre le début et la fin, et je pense aussi qu'il y a quelque chose de mercantile, en mode on va attirer comme ça, en mode c'est woke qui veulent interdire Jean-Luc Godard et le cinéma, et qu'en fait, bon, c'est beaucoup plus nuancé dans l'article. Alors c'est pas fini, puisqu'en 2019, aux Beaux-Arts de Marseille, un prof de lettres projette le mépris de Godard. Brouhaha évidemment au fond de la salle. Alors le prof pensait que c'était de l'inattention, et en fait non. Il dit ce jour-là que elles se sont levées, donc des femmes se sont levées et ont carrément débranché le projecteur. Et ben ces gens-là, ils sont tellement matrixés à leur nouvelle idéologie, toute pétée, des espèces d'élèves petits bourgeois à qui on paye les cours en plus, strictement rien à branler de ce qu'on peut leur apprendre. Mais qu'est-ce que ces gens-là foutent dans des cours des beaux-arts, dans des cours de cinéma? Et c'est juste pas possible, quoi. Maintenant, moi je me pose une question. Tommy, t'as quoi? Allez, je prends une fourchette large, entre 40 et 60 ans. Et ce que tu vas reprocher à ces étudiantes woke, c'est de pas s'intéresser au cinéma, de pas vouloir le découvrir. Sauf que ce que tu pourrais faire, toi, en tant que youtubeur cinéma, c'est justement d'essayer de montrer que, Le Mépris de Jean-Luc Godard, c'est quand même un film intéressant. Ce que tu ne fais aucunement, et donc tu vas pas non plus déplacer le débat dans le cinéma, en fait. Donc pour Jean-Luc Godard, en fait, c'est des étudiantes en beaux-arts. On leur a montré le début du mépris, et il y a les fesses nues de Brigitte Bardot, parce qu'il y a un travelling sur... c'est une scène assez connue, où Brigitte Bardot dit « Tu les aimes, mes fesses ?» Oui, je les aime, tes fesses. Et mes seins, tu les aimes, mes seins? Oui, je les aime, tes seins. Mais toi, tu vas dire, non, j'aime pas Jean-Luc Godard, mais bon, c'est pas cool, ça ferme l'esprit du cinéma. Mais alors, donne cette curiosité-là. Ça vient d'un ressenti, ces étudiantes qui sont sorties, qui ont débranché le projecteur parce qu'elles voulaient pas voir une femme nue filmée par un homme. Mais tu peux leur expliquer pourquoi c'est quand même intéressant, et surtout, tu ne parles même pas de cette scène-là, qui, d'un point de vue esthétique, par exemple, a plusieurs couleurs, pourquoi, comment c'est raconté. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est d'amener un dialogue sur cette scène-là et comment elle a été faite. Parce que Jean-Luc Godard, lui, il voulait pas du tout de Brigitte Bardot, il voulait pas non plus de scène nue. Et c'est le producteur qui a dit « Moi, je veux voir les fesses de Brigitte Bardot ». Justement, cette scène-là, c'est un espèce de pied de nez au producteur. Dans cette scène-là, elle dit des trucs chiants à mourir, et son corps n'est pas du tout érotisé, hein. C'est une scène qui a été mise au début justement par Jean-Luc Godard, en mode, le producteur il est content, comme ça il veut faire des entrées avec les fesses de Brigitte Bardot, c'est ça. Et donc là déjà, ça veut pas dire que cette scène est bien, mais ça veut dire que déjà dans ce contexte-là, on comprend un peu plus les enjeux réalisateur versus producteur, et on voit que comment il a transformé une contrainte en finalement quelque chose de cinématographique et d'esthétique. Ensuite, Dirty Tommy, il va dire ça.
Alors le male gaze, pour ceux qui savent pas, en gros c'est le regard masculin érotisant des corps féminins. Encore une expression à la con qui vient des États-Unis, mais qui est très très employée. D'ailleurs importée par la tarée là, Iris Bray, néo-féministe en chef, qui en gros nous explique que le male gaze, ça concerne 98% du cinéma hollywoodien depuis sa création. En gros, il va reprocher que le male gaze, c'est un truc importé des États-Unis. Si tu n'aimes pas les États-Unis, pourquoi tu t'appelles Dirty Tommy en anglais et pourquoi tu parles dans tes vidéos YouTube de 90% de production américaine? Il y a une personne qui a parlé du male gaze qui s'appelle Laura Mulvey et Iris Bray l'a un peu repris et l'a transplanté en France. Le male gaze, c'est juste théoriser le regard masculin et de dire que le regard au cinéma est genré. Est-ce que ça paraît si stupide que ça? Bah moi je suis pas sûr. Enfin, pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, t'as dû bien voir qu'en fonction de qui réalise le film, eh ben, il va avoir un regard sur les choses différentes. Tout comme il y a un bourgeois gaze, tout comme il y a un citadin gaze. Alors maintenant, peut-être que c'est le fait d'être le mot en anglais qui te dérange, mais dans ce cas-là, bah, change le nom de ta scène. Donc le cinéaste, en fonction de ce qu'il vit, et bah ouais, ça va apposer un certain style de regard. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Iris Bray, notamment le fait que sa théorie est aussi basée sur de la psychanalyse. Et la psychanalyse, bah, c'est un peu une religion à la dérive sectaire, hein, basée sur des écrits de Freud qui sont basés sur rien. En plus, Freud, c'est quand même un des gars les plus misogynes. C'est un peu comme si vous êtes un traité de démocratie qui était basé sur Machiavel. Il n'empêche qu'elle a mis le mot sur des choses dont les gens se rendaient bien compte avant, en fait. C'est pas Iris Bray qui, tout à coup, a mis des choses dans les têtes des étudiants et étudiantes qui se sont dit « Putain, mais oui, le cinéma, il y a du male gaze. » Non, non, c'est qu'elle a mis des mots sur une chose et les gens se sont dit « Mais oui, ça, je le ressentais. » Les gens ressentaient ce truc-là, qu'il y avait une égalité entre la représentation du regard masculin et la représentation du regard féminin. Quand tu lis le livre de Iris Bray, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Sauf que Dirty Tommy essaye de la faire passer pour quelqu'un de pas nuancé, sauf que c'est ballot, parce que Iris Bray, sur Jean-Luc Godard, et notamment sur Le Mépris, eh ben, elle va dire ça. Dans la scène très connue, en fait, du Mépris, qui à la fois morcelle le corps de Bardot et nous montre ses fesses, ses seins, ses chevilles. Et donc on pourrait dire que dans le fait de regarder ce corps féminin comme un corps morcelé, c'est du male gaze. Et en même temps, l'utilisation de filtres, de couleurs, permet une distanciation et nous rappelle qu'on est en train de regarder du cinéma et nous empêche en fait de tomber dans un regard voyeuriste. Pour moi, c'est justement un des films qui échappe comme ça un peu aux catégories. Et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est-à-dire que tous les films ne sont pas regard masculin ou regard féminin. Pour moi, c'est vraiment de se poser la question de comment est-ce qu'un corps féminin est filmé. Et heureusement, il y a des films qui compliquent tout. Ça soulève quand même une question. Après, la réponse, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est quand même toujours intéressant, les débats là-dessus. Ce que dit l'article, d'ailleurs, hein, ça a soulevé des questions au sein de la Fémis et au sein de cette école des Beaux-Arts, et qu'il en est ressorti quand même des bonnes choses. Est-ce que la méthode de venir débrancher le projecteur parce qu'on est offusqué, c'est la meilleure? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres moyens d'évoquer le sujet, notamment les étudiants de la Fémis, qui sont peut-être aussi plus vieux, hein. Les étudiants de première année, en général, c'est de 23 à 27 ans, ils ont envoyé une lettre et justement te dire que ça crée une réaction où des gens se sont unis pour écrire une lettre pour questionner ça. Donc ça apporte des questionnements sur le cinéma que toi tu n'abordes jamais dans ta vidéo parce que tu ne parles à aucun moment des films. Si tu as une chaîne YouTube qui parle de cinéma, utilise-la justement pour partager les films, mais tu ne le fais pas. Et quand on lit l'article, on va voir que les choses qui prennent d'Iris Bray sont beaucoup plus nuancées que ce que tu peux prétendre. On est à un endroit de fracture et de scission. C'est un moment d'inconfort qui peut créer des situations ubuesques. Mais je pense que ça va déboucher à une vision fructueuse du cinéma, à l'image de ce qu'a fait le mouvement structuraliste dans les années 1960. Réfléchir aujourd'hui à travers une grille féministe ne peut que générer de la pensée. Godard ne disparaîtra pas, mais il rencontrerait moins de résistance si, à côté de ses films, on étudiait un peu plus ceux de Chantal Akerman. Parce qu'après la déconstruction, il y a une reconstruction, et cette reconstruction, elle passe par la mise en avant de films réalisés par des femmes avec ce qu'on peut appeler du female gaze. Ça veut pas dire que les théories de genre, ça va être 100% parfait, mais ça veut dire qu'on peut découvrir d'autres types de cinéma. Est-ce que ça a marché ou pas? Un des magazines très connus, Sign & Sound, qui fait tous les 10 ans la liste des meilleurs films de tous les temps, a mis en avant devant Citizen Kane, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans, je crois,
Jeanne Dielman, alors je me souviens plus du nom complet, de justement Chantal Akerman. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'au-delà d'être un film réalisé par une femme, bah, c'est un film qui va montrer le quotidien. Et c'est un truc qu'il n'y avait pas dans la top list, parce que bah ouais, c'est un autre regard sur le cinéma, c'est une autre manière de faire le cinéma, et ça veut pas dire que les Citizen Kane c'est pas bien, ça veut pas dire que c'est une mauvaise façon de faire le cinéma, ça veut dire que c'est une autre façon de faire le cinéma, et que c'est bien de voir des choses diverses. Et on peut pas nier le fait qu'il y a des différences de vie entre les cinéastes féminin et masculin, et que leur regard va être strictement pareil, et que du coup on s'en fout d'où ils viennent en fait. Non, il faut avoir tout le monde qui fait du cinéma. Alors est-ce que dans cette sélection il y a eu un peu de discrimination positive, même inconsciente? C'est possible, mais en tout cas c'est pour le meilleur, et je pense que c'est plus parce que c'est un film qui parle du quotidien, justement, et qu'en ce moment, il y a beaucoup d'essors, et en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'essors social. Je pense que c'est plus parce que c'est un film social. La prédiction, entre guillemets, d'Iris Bray s'est retrouvée réalisée. Mais au final, toute cette vidéo, c'est un peu pour vous attirer, pour vous dire que ce film-là, eh ben, il va ressortir en salle en avril, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous pouvez, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma. C'est un film qui est peut-être pas très accessible, il faut avoir un peu l'habitude, mais foncez le voir, parce que c'est vraiment un très bon film. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un autre contexte au prof qui a montré Jean-Luc Godard. C'est que ce prof-là, il était accusé à la cantine avec son plateau de toucher les fesses des élèves ou de l'avoir fait au moins une fois. Il a été convoqué pour ça. Donc peut-être que oui, si t'as un prof comme ça et qui te montre un film où il y a de la nudité, bah peut-être que tu fais le rapprochement et que tu te poses des questions, quoi. Donc ça, c'est souvent un argument pour défendre un film, mais oui, mais c'est le contexte de l'époque. Oui, mais quand quelqu'un réagit à un film, bah faut aussi prendre le contexte de l'époque, parce que peut-être ces personnes-là, eh ben, ça se trouve, dans 10 ans, elles reverront le Maîtris et elles seront contentes. Imagine pour ces filles projeter un James Bond. Bah ouais, parce que peut-être que James Bond, c'est pas intéressant et c'est nul. C'est l'instant woke et cancel culture. Et ouais, parce que vous avez bien aimé la première vidéo, hein, vous l'avez pas mal plébiscité. Alors là, on continue sur le deuxième et vous allez voir, il y a encore du très très lourd. Donc comment il aborde la vidéo? Il va dire « Vous avez aimé le premier épisode, donc j'en refais un autre ». Donc là, évidemment, on est dans un des problèmes majeurs des critiques cinéma, c'est que bah ils sont liés à leur métier, et donc ils doivent parler forcément de ce qui marche. Et c'est pour ça que finalement, je lui reproche le fait de parler tout le temps du wokisme, mais c'est plus compliqué que ça, parce que bah si c'est ça qui marche, c'est la logique marchande derrière qui va faire qu'il va en parler. Donc ensuite, vers la fin de la vidéo, il va parler d'un truc qui n'a strictement rien à voir, hein, de la fierté homosexuelle. Je sais pas pourquoi il parle de ça tout d'un coup. Il n'y a pas de fierté à être, et d'ailleurs il le dit, c'est comme je ne suis pas fier d'être blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune fierté de dire je suis fier d'être blanc, je suis fier d'être noir, je suis fier de je sais pas quoi, je suis fier d'être homosexuel, je suis fier d'être hétéro, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui peut logiquement se comprendre en mode oui, mais sauf que c'est nier absolument tous les déterminismes sociaux et toute l'historicité en fait de ça. Parce que justement, Tommy, t'aurais fait quelques recherches, t'aurais vu que la fierté c'est quelque chose qui se développe en rapport avec une oppression en fait. C'est que tu utilises ce qu'on te reproche comme une force. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de double contrainte toujours avec les minorités assez perverses. S'ils vont utiliser leur identité de minorité pour en être fiers, eh ben on va leur reprocher, on va utiliser le vieil argument de « mais t'as pas en être fier, on l'a pas choisi, moi je suis pas fier d'être blanc, etc. » Et si à contrario, ils assument que ils sont dominés par rapport à ça, eh ben on va leur dire « ah mais vous vous victimisez, tout le monde se victimise, il faut être fort et il faut créer comme ça. » Et donc il y a une espèce de double contrainte que quoi qu'il arrive, eh ben ce sera toujours mauvais. Bon, je digresse un peu, mais je voulais pas passer sous silence cette partie de la vidéo là, puisqu'il en parle de lui-même. Bon, je comprends que c'est un enjeu d'audience, mais tu te rends compte que là, en faisant une vidéo sur l'anti-wokisme, où tu parles d'un truc pour arriver sur totalement autre chose qui ne parle même plus de cinéma, eh ben tu parles d'un fantôme en fait, tu parles d'une chimère, alors que c'est moi la chimérathèque. C'est moi la chimérathèque! Donc si tu veux vraiment parler de cinéma, et que les jeunes s'y intéressent, parle de cinéma varié. En fait, c'est aussi de la responsabilité, moi y compris, hein, de gens qui parlent de cinéma sur YouTube, de pas tout le temps être dans la destruction, mais aussi la construction. Et c'est pour ça que je veux pas parler de choses que j'aime pas, et que ça m'arrive rarement. Bien sûr que des fois, j'ai un peu envie comme ça, parce qu'il y a un film que j'ai détesté, et je trouve ça horrible que tout le monde l'adore, et du coup j'ai envie de sortir une vidéo dessus. Évidemment qu'il faut essayer d'être objectif quand on juge une œuvre d'art, même s'il faut être objectif sur sa propre subjectivité, hein, parce qu'une œuvre esthétique c'est seulement soi avec l'œuvre, mais on peut pas nier que les goûts esthétiques sont conditionnés, sont déterminés
par notre contexte, notre situation, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on a vu comme film, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme film, qu'est-ce qu'on a étudié comme film. C'est une espèce d'utopie vers laquelle il faut tendre, d'apprécier une œuvre d'art ex nihilo en fait, mais c'est pas possible parce qu'on l'aime toujours par rapport aux autres œuvres d'art qu'on a construit derrière. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être dans la destruction, mais dans la construction. Et c'est là pour moi une des problèmes fondamentaux de la critique cinéma, c'est que le problème de l'audience fait que la négativité fait beaucoup plus marcher. Hein. Quand on va parler d'un film très mauvais, tout le monde sait qu'il est très mauvais, on va cracher dessus, comme par exemple Astérix. Évidemment, il y a cette idée de il faut faire des vues, etc. Mais il faut toujours trouver un espèce de dosage, en fait, une question d'équilibre. Effectivement, peut-être que pour instaurer le dialogue, débrancher un projecteur, c'est pas très bien, mais ça reste fait par des jeunes, et c'est pas grave, quoi, c'est parce que c'est juste une vague de changement, et il y a des gens qui vont peut-être un peu trop loin, et encore, mais toi, t'es vraiment une excroissance de ce mouvement-là, parce que le final de l'article, eh ben, il est positif. Clément Cogitor n'est pas inquiet, bien au contraire. Deux points, ouvrez les guillemets. De tout ça, on me parle beaucoup de ces échanges violents. Moi, je n'y suis pas confronté. Mes étudiants pensent la complexité et cela me donne une grande foi en l'avenir. Parce que, entre un paternalisme qui regarde le monde d'un point de vue dominant et des slogans qui simplifient, le vrai sujet est là. Celui de la complexité, souligne l'artiste de 39 ans. Tout mouvement important crée sa radicalité, il n'en reste pas moins important. Donc oui, il y aura des actions radicales dans ce mouvement-là, parce qu'on est dans ce mouvement-là, mais toi, t'es une espèce de réaction à ce mouvement, une excroissance de réaction à ce mouvement, qui au final va finir par être emporté. T'auras parlé de quoi comme film, t'auras fait découvrir quoi comme film à tes abonnés? Rien.